Amis auditeurs, bonjour en votre compagnie. Salsa Bertin pour beaucoup de sujets dans mes émissions, mais le premier que vous allez entendre, et je vous emmène à Reims. Alors c'est pas Rossini qui nous emmène à Reims, normalement c'est lui, mais je vous emmène directement les pieds dans la cathédrale de Reims avec Cherubini. Vous entendez ? Musique du sacre. Musique du sacre de notre dernier roi de France, le dernier sacre. Le dernier sacre, c'est celui de Charles X. Et nous vous emmenons avec Hélène Cavalier dans cette dernière grande aventure monarchique et traditionnelle en France. Bonjour Hélène Cavalier. Bonjour. Vous êtes directrice générale du patrimoine. Oui, exactement. Et vous êtes commissaire d'une exposition absolument somptueuse au Mobilier National, qui est quand même un très joli lieu aussi, au Gobelin, à côté, voilà, intitulée Le Dernier Sacre. Et alors, je vais montrer aux auditeurs qui nous regarderont, eux, ensuite sur YouTube. Ça, c'est ça pèse son poids, c'est le catalogue de l'exposition. Voilà. Donc, vous pouvez le lire, vous pouvez faire de la gym aussi avec, éventuellement. Et surtout, vous pouvez même le lire, je dirais même avant, si vous pouvez vous le procurer. Et après, vous n'aurez plus qu'à admirer et à vous plonger dans l'ambiance du sacre et dans tous ces objets de cérémonie qui sont quand même assez prodigieux, qui sont mis en scène avec une scénographie de Jacques Garcia. Donc, vous savez toujours que c'est toujours plein d'imagination, très vivant et qui célèbre toujours le patrimoine français. Avec sa petite note, ta petite touche personnelle toujours, qu'on reconnaît notamment dans la première pièce. Alors, Hélène Cavalier, vous partagez le commissaire de l'exposition avec Stéphane Bern, qui était un peu la tête de pont et qui est censé, même qui va certainement attirer le public. Moi, je suis venue en pleine semaine, semaine où il y avait de ponts, où il y avait moins de personnes à Paris, et pour autant, l'exposition est quand même très remplie, les gens viennent, donc ça plaît beaucoup. Et vous êtes donc 3 commissaires d'exposition avec un autre de vos collègues. Avec Renaud Serret. Avec Renaud, voilà. Alors, le dernier sacre, exposition jusqu'au 20 juillet. Donc au Mobilier National, donc exposition très impressionnante qui voulait, alors l'intention, on va en parler. Est-ce que l'intention, elle est vraiment purement de mettre en avant ce tournant de la des savoir-faire français à la fin de l'Empire, hein, Napoléon s'en va, Louis XVIII arrive, puis meurt, puis Charles X. Et donc on est beaucoup dans une transition, la fin de la monarchie avec Charles X, et tout en même temps, la transition industrielle avec les machines. Alors, est-ce que vous avez voulu célébrer la fin d'une époque ou l'arrivée dans une autre et la résurgence et le maintien de tous ces artisans qui ont fait et qui font toujours notre goût à la française? Alors, il y a plusieurs intentions. Et l'intention initiale, elle est surtout née de découvertes. En cataloguant les collections textiles du Mobilier National, on a commencé à trouver 1, 2, 3, 4, 5, beaucoup d'éléments du sacre. Et on s'est aperçu que si on le souhaitait, on était capable de recomposer intégralement un très grand événement français. Au 19e siècle, la presse estimait que ce serait un des événements les plus importants, équivalent pour nous, par exemple, des préparatifs des Jeux Olympiques, de la réouverture de Notre-Dame. Donc, c'est ce qu'ils disaient en 1825. Alors, on est allé creuser la question. Et puis, on a vu tellement de choses incroyables qu'on s'est dit, c'est dommage de rater l'occasion du bicentenaire et de ne pas montrer en fait, cet artisanat français qu'on connaît bien sous le Premier Empire. On connaît bien Thomire, Jacob. Et puis là, on a vraiment un grand blanc jusqu'à Napoléon III. Quand on est grand public, on ne sait plus ce qui s'est passé. Et là, on s'est dit, choisir un événement, le montrer de A à Z, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En plus, en parallèle, on a eu le sacre britannique qui nous a permis de suivre avec la presse comment on vivait un événement, en fait, un grand événement. Et puis, on voit la presse qui s'empare de la question de mois en mois, comment se passent les carrosses et le Saint-Crème britannique. Et donc, on a voulu raconter une histoire aussi. Donc, on commence dans la chambre funéraire de Louis XVIII.
Et puis, on va entrer de mois en mois dans ces préparatifs et on va aller voir ce que fait le ministre de la Maison du Roi, qu'est-ce qu'on va choisir pour les protocoles, enfin, on reviendra tout à l'heure dessus. On va aller voir le grand écuyer, la préparation des carrosses, la préparation du palais du taulle. Et puis ensuite, vous êtes invité heure par heure dans la cérémonie. Vous êtes l'hôte de la cathédrale de Reims qui, est- voilà, qui vient à vous à Paris. Et puis ensuite, le festin et puis les festivités suivantes jusqu'ensuite découvrir les arts qui sont convoqués pour les cadeaux diplomatiques. Et puis aussi même les goodies, les souvenirs, Ouais, les puisque nouveaux, les à l'époque, c'est ancêtres. un des premiers événements où on voit des souvenirs Voilà, apparaître. ouais. Voilà. Ah ouais, les premiers. Euh, Mais effectivement, c'est sous l'angle des arts décoratifs qu'on a choisi de représenter cette cérémonie pour montrer que l'artisanat a travaillé pendant 8 mois à la préparation d'un événement grandiose. Quand on pense juste au nombre de brodeurs pour faire les fleurs de lys, on a 2000 brodeurs qui travaillent pour arriver à produire. Rien que dans l'exposition, alors Stéphane Bern disait attention, ça va chatouiller, il y a 16 000 fleurs de lys dans tous les décors. Voilà, toutes ces fines Magnifique. composées. Ah oui, magnifique. Bon, alors, là, on arrive, alors on peut s'avancer déjà pour parler, pour comprendre à la fois l'histoire à travers ces objets d'apparat. Ça permet de comprendre nos traditions, leur évolution aussi. Donc il y a les objets et puis il y a des choses, il y a des lettres, il y a des documents importants. Bon, dont un qui m'a beaucoup amusé, c'est le placement des invités à la cathédrale de Reims. Alors, les gens essaient de se pencher. Alors, il faudrait prendre une loupe pour tout voir. On n'a pas à monter sur l'estrade, donc mais c'est bon, voilà. Donc, c'est très très vivant. Mais d'abord, on entre dans cette salle où on voit un immense portrait de Louis XVIII en habillement, en grand habillement du sacre. Or, Louis XVIII ne s'est pas fait sacrer. Déjà, pourquoi j'ai ma petite idée, mais voilà. Et déjà, pourquoi il ne se fait pas sacrer et pourquoi le peintre choisit-il de le représenter en grand habillement du sacre? C'est un Alors, portrait monumental, hein. bien sûr, la représentation en costume de sacre, c'est un peu le portrait officiel habituel du souverain. Et Napoléon III se fera aussi représenter en costume de sacre, bien que non sacré. C'est un peu le portrait officiel. Et Louis XVIII n'est pas sacré. Il exprime le désir assez vite quand il arrive sur le trône. Mais au bout de 100 jours, Napoléon arrive. Donc ça refroidit assez vite les ardeurs. Et puis ensuite, Napoléon est quand même vivant et en exil. Et puis le contexte politique est différent après quand on revient sur le trône une deuxième fois. Donc il estime que les conditions politiques ne sont pas forcément favorables. Et par ailleurs, on sait que le souverain n'est pas dans une forme physique olympique pour Mmh. supporter un cérémonial qui est quand même assez important et dense. Alors moi, j'aurais une autre interprétation qui peut être fausse, mais politiquement, Louis XVIII essaie d'être le roi de tout le monde, de Tout à tous. fait. Et il compose énormément, il fait beaucoup de diplomatie. Et c'est cette volonté, oui, peut-être d'attendre le bon moment, s'il le pouvait aussi. Et ça en dit long sur justement la différence entre Charles X, Mm. qui arrive, qui ne sait pas qui doit arriver, qui va devenir roi. C'est quand même une responsabilité. Enfin, c'est Mhm. quand même un fardeau qui lui tombe sur les épaules. Et alors que Louis XVIII a le temps de s'y préparer avec la Révolution et de réfléchir aussi à la posture. Et, hum, et donc, c'est intéressant de voir la Mhm. psychologie et la manière de faire des deux hommes, avec l'un qui est très politique et puis l'autre Oui, tout à fait. très différent dans son caractère, qui est un idéaliste pur, assez Oui, on a un peut-être diplomate et un moins. idéaliste. Voilà. Effectivement, mais le diplomate avait déjà, enfin, dans la charte constitutionnelle qui a été réalisée sous Louis XVIII, il est déjà prévu qu'il y aurait un sacre pour chaque début de règne. Et c'est très intéressant parce qu'il dit que le sacre, la prestation de serment, donc qui est plutôt pour une monarchie avec des assemblées, hein, ce serment sera prêté pendant le sacre. Ce qui ça veut dire qu'on concilie à la fois les monarchistes et puis la population qui veut conserver les chambres et le pouvoir au peuple. Donc c'est une cérémonie syncrétique entre les deux tendances politiques. Ouais, ouais. Alors, c'est très impressionnant cette première salle. On retrouve un peu
les ors de la royauté avec, donc il n'aura pas eu le couronnement, mais il aura les obsèques, les funérailles. Oui, il faut rappeler que c'est quand même le seul chef d'État français du 19e siècle mort en exercice. En France, le 19e siècle est une période saccadée d'un point de vue politique, puisqu'on va avoir l'ensemble de nos chefs d'État qui meurent en exil, hein. Donc Napoléon Ier mort en exil, Charles X meurt en exil, Louis-Philippe mort en exil et Napoléon III mort en exil. Donc c'est le seul qui arrive à tenir son règne complet. Et Ouais, donc, ouais, ouais. Donc d'où, mais voilà. Et donc là, vous êtes, pour ceux qui ont vu l'exposition Le Roi est mort à Versailles, vous entrez dans Saint-Denis, vous avez l'ensemble des velours qui sont restitués, velours d'origine. Vous entendez un requiem de Cherubini et vous êtes devant le catafalque avec l'ensemble des tissus qui ont été conservés par le Mobilier National dans ses placards depuis 1824. c'est la première fois qu'ils sont exposés? Dans, C'est oui, issu des funérailles? alors, dans leur totalité, oui, puisqu'il y en a qu'on a redécouvert à l'occasion des recherches pour l'exposition. Ouais, Ils ont été utilisés tout au long du 19e siècle, en fait, par tous les régimes successifs. C'est ça qui est intéressant. ouais, et il y a aussi des tableaux, qui sont assez, bah, voilà, Oui, Versailles magnifiques, a bien été sûr. nous a prêté énormément de tableaux qui nous permettent à la fois, enfin, l'intention était d'entrer dans cette période, et puis en même temps d'avoir ces tableaux qui nous donnent l'impression d'y être. Voilà. Voilà, Alors c'est décors et très tableaux. très didactique parce que vous avez, la famille donc de Charles X, avec un petit arbre généalogique, Voilà. pour comprendre et puis, des petits bustes En biscuit de en Sèvres. biscuits de Sèvres En magnifiques. 3D, vous avez l'impression, parce qu'on Et connaît assez peu cette famille, complètement aujourd'hui inconnue de nous, et alors on la voit en 3D, blafarde en biscuit de Sèvres, mais voilà, on est directement dans le contexte et ça permet de préparer ensuite les 8 mois de préparatifs de Sacre avec la période bien dans la tête. alors quand, Charles X arrive, tout de suite il pense au sacre. Oui, alors lui, il a eu tout le règne de son frère pour y penser, hein, parce que son frère Il n'a n'a pas pas d'enfant. d'enfant. Eh oui. Voilà, il donne une directive assez claire à ses équipes qui aimeraient bien temporiser, faire un sacre plus lointain. Et c'est vrai que son prédécesseur meurt en septembre. Septembre à mai, c'est 8 mois. C'est idéal, sinon il va falloir attendre 18 mois. Donc il dit assez vite, si rien n'est prêt, je jeûnerai, j'irai sans rien, sans cuisine, mais la date est irrémédiable. Mmh. Il est, oui, dans le catalogue, on voit Louis XVIII, un sac de désir. Vous savez, c'est comme dans les. Bah, c'est un sacrement, hein. D'ailleurs, on va expliquer ce que c'est qu'un sacre tout de même. Un sacre, c'est de la racine sacrement. Le sacre de désir, bah, justement dans la région catholique, on peut avoir le baptême de désir, on peut avoir la communion de désir et sans aller communier parce que des gens sont en état de péché, etc. Donc le sacre de désir, c'est déjà quelque chose et qui manque peut-être à la monarchie et que Charles X veut redonner. Mais il y a aussi peut-être cette volonté du sacré, de remettre du sacré au milieu, mais aussi de faire revivre aussi toutes ces traditions perdues. Et ce qui est touchant, c'est qu'on a l'impression que vraiment tous les artisans, les gens suivent. En fait, Mm, mm. ils sont heureux de renouer avec ça. D'ailleurs, Oui, on alors. voit les portraits le tableau de la foule des Parisiens qui se pressent sur le chemin du roi qui part se faire sacrer Oui, c'est un au... moment d'effervescence et de Ouais. liesse, hein, ce qui est très intéressant puisque on a 2 types de sources quand on prépare l'exposition. On a les correspondances d'époque, la presse d'époque, et puis on a ceux qui ont écrit l'histoire 20, 30, 40 ans après, et donc qui ont vu la suite du régime, la suite du règne, et donc les souvenirs sont légèrement émoussés, et donc l'enthousiasme n'est plus le même, et donc les restitutions sont plus les mêmes. Et effectivement, on dit qu'il y a 500 000 personnes qui sont à Paris pour le retour du roi. Et la Villette, il y a un enfant qui écrit, qui dit les gens étaient debout sur les toits. Donc, pendant que Madame de Boigne, qui n'y était pas, dit on m'a dit qu'il y avait peu de monde. Voilà, donc, on voit, c'est très intéressant de voir justement les mémoires des uns et des autres. Ah oui, oui, oui. Mais enfin, en tout cas, voilà, la photographie de l'époque, C'est le plutôt un moment magnifique... qui se voilà, veut fédérateur ouais, à l'aune d'un règne exactement. qui n'est pas encore écrit, Oui, c'est ça. dont Et on ne sait qui, pas encore que ce sera le dernier. ouais, et qui malheureusement, il n'arrivera pas à fédérer de par peut-être son idéalisme. Euh, Et donc, il va y avoir aussi des tensions entre les artisans et les premiers faiseurs qui vont s'aider de machines. Et au lieu de broder certaines fleurs de lys, on va les estampiller. Oui, en fait, il faut être pragmatique. On a 8 mois, on veut faire un sacre absolument magnifique.
On est dans un contexte européen où les autres monarchies sont sacrées aussi, donc on ne se compare pas à l'aune franco-française. C'est exactement comme aujourd'hui pour les Jeux olympiques et les cérémonies d'ouverture. On pense à ce qu'a fait le prédécesseur 4 ans avant. Donc quelques années avant, c'était George IV. George IV, c'est le plus fastueux sacre britannique de l'histoire des sacres britanniques. Le roi a 8 mètres de long de traîne. Il a un festin tellement important qu'aujourd'hui, les Britanniques, enfin, depuis George IV, ne font plus de festin après un sacre. Donc, il faut quand même se comparer à échelle européenne. Et on doit faire en 8 mois des choses extraordinaires. Donc, même en prenant 200 brodeurs, on ne va pas pouvoir tout faire. Et donc, on utilise du cuir découpé, doré. On utilise du métal estampé. Et puis, la magie des brodeurs, c'est d'arriver à accrocher tout ça ensemble pour faire des motifs incroyables. Et puis, on demande au passementier aussi. Et ça vous donne des résultats et des dés absolument pharaoniques. Qu'on voit là, c'est Qu'on quand même voit extraordinaire de voir tous ces et qu'on tissus, vous a ces sorti dés, depuis 1830. Donc, voilà. ouais. On peut admirer à la fois les Attends. ateliers du Mobilier National qui ont vraiment... C'était vraiment un travail, une prouesse technique de les remettre. Et puis nos régisseurs qui ont quand même travaillé dur pour arriver à mettre en exposition tous nos rêves. Voilà. Ouais. C'est-à-dire ressortir l'ensemble et ne pas garder en placard parce que c'était difficile à montrer. Ouais, ouais. Alors, on des objets sublimes et il y a justement la mémoire des sacres et pour ne pas oublier peut-être faire mieux ou moins bien, mais en général on veut toujours faire mieux ou au moins à l'identique. À chaque sacre était édité un livre et là il y en a un, c'était sur le sacre de Louis XVI et donc il y a ce livre qui à la fois explique dans le détail, donc c'est un vrai livre, hein. Et puis vous avez toutes les dessins, voilà. Oui, ça commence sous Louis XIV, on dessine un album du sacre, mais qui n'est pas publié. Il est imprimé à partir de Louis XV, puis de Louis XVI, et on a vraiment l'ensemble du cérémonial, y compris les formules de tous les participants. Et la première chose qu'on fait au sacre suivant, c'est de se précipiter sur ce livre pour avoir toute l'étiquette, regarder ce que nous-mêmes on va faire, évidemment, et puis toutes les questions qui s'y posent. Alors il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est de Brézé qui rajoute un petit livret. Lui, il écrit un livret parce qu'il a préparé les états généraux, il prépare ce nouveau sacre. Alors Brézé, c'est un des gentilshommes c'est le grand maître des cérémonies. Et puis il écrit pour son successeur pour les prochains sacres. Et donc au fur et à mesure, c'est aux Archives nationales, il met on l'a pas dans l'exposition, il va mettre en marge des informations pour la fois suivante, des petits ratés. On pourrait mettre l'archevêque plutôt à droite à tel moment. Là, on a l'anneau pour le roi. On a oublié l'anneau, il ne faudra pas l'oublier la prochaine fois. Donc voilà, des informations assez intéressantes. Ouais. Donc on regarde ce que font les autres et Charles X était critique vis-à-vis de la monarchie anglaise à laquelle il n'avait pas du tout envie de ressembler. Et donc, ça, c'est une porte qu'il a fermée sur peut-être une certaine évolution de la monarchie qui aurait pu avoir lieu, sur laquelle on aurait pu réfléchir à quelques pistes. Et donc là, il se ferme et donc il est critique vis-à-vis de la monarchie anglaise. Oui, parce qu'il dit « J'aimerais mieux scier du bois que de régner à la manière du roi d'Angleterre. » Ouais, c'est ça. C'est bon. Et voilà, et ça c'est intéressant. Et alors moi, ce qui m'a beaucoup déçue, c'est qu'il y a 3h30 de cérémonie. Et puis il y a tout le cortège de Paris à Reims. Et on demande un carrosse. Et finalement, l'ancien carrosse, je crois, il y avait déjà un carrosse. Alors oui, mais en fait... Mais on va refaire un carrosse. Exactement. En fait, Doudeville est le ministre de la Maison du Roi. On lui donne un sacre à produire, mais on lui donne un budget. Parce que maintenant, ce n'est plus la couronne qui décide du prix. On a des chambres pour ça. Et donc, les chambres donnent un budget de 10 millions. Donc, Doudeville est méticuleux. Il regarde l'ensemble des budgets. En général, il répond non à toutes les demandes des solliciteurs. Et donc, pour le carrosse... Il demande vraiment de bien vérifier si on ne peut pas utiliser le carrosse du duc de Bourbon, du baptême du duc de Bordeaux. On essaye de voir un peu toutes les possibilités. Et puis, il échange avec ses équipes derrière et le marquis de Vernon lui dit « Vous pensez que votre majesté sera vue de très très loin quand même par une foule qui va le voir quelques minutes. Peut-être que lésiner sur le carrosse, qui est la seule chose qu'ils verront d'une journée entière où ils auront attendu, ce n'est pas forcément la bonne chose. » Et donc, effectivement, on refait un carrosse et on le fait faire par d'Aldringen.
On a pris du retard puisqu'on a pris des décisions. Maintenant, il reste moins de 8 mois pour le préparer. Et on demande à des gardes de se mettre en faction devant les ateliers pour qu'ils travaillent à cadence et qu'ils ne soient pas dérangés par les chalands. Voilà. Et finalement, les Finalement, gens on y arrive. viendront admirer et ce sera un Exactement. secret de Polichinelle. Il est quand Tout le même monde viendra admirer le carrosse. pas tellement parce qu'il est quand même totalement dans la presse. On lit la Ouais. presse quelques semaines avant, jusqu'à la veille, on dit c'est le carrosse du duc de Northumberland qui est le fastueux ambassadeur britannique et qui est couvert de 1 300 000 livres de pierreries pour le sacre, qui sera le plus beau. Donc là, en fait, il est complètement caché et il arrive à Reims emmailloté avec des roues de voyage. On ne le voit que le premier jour. Mais il y a des gens qui se pressent, hein, vous le dites dans l'exposition, Oui. qu'il y a des gens qui se pressent de là où on est en train de le faire, de le fabriquer en fait. Mais voilà, il ne voit rien en Et principe. par contre, on voit des pans. Alors là, on ne le voit pas, ce carrosse-là. Je ne sais pas, il a Et disparu. non, il a est à été- Versailles, mais Versailles. tout simplement, il ne passait pas par les portes de notre immense galerie. Et Ouais. il faut le gruter pour sortir de Versailles. Donc on a, Ah oui, oui, donc compliqué. on l'a remis à échelle, mais on a mis sa caisse, on a mis Oui. les harnais des chevaux. Enfin, vous êtes quand même dans l'ambiance Il y a quand cheval. même les harnais Ouais. qui sont absolument somptueux aussi. Ça c'est vrai. Donc on va tout de même à l'économie. Alors il y a même des lits pliants. Ça j'ai beaucoup aimé. Oui, parce que comme le TGV n'existe pas, ni le goudron, on est obligé d'aller à Reims en faisant 2 étapes. On s'arrête d'abord à Compiègne, et puis il faut s'arrêter dans un village. Et on choisit le village de Fim. On fait dormir le roi chez un meunier, donc le notable du village, et son fils chez le juge de paix. Et on imagine que les paillasses ou les lits ne sont pas tout à fait neufs. Et donc on fait venir un lit pliant en métal. C'est des inventions de l'époque de Napoléon, ça, pour ses campagnes militaires. Et on offre un lit à chacun des hôtes. Et en revanche, il y a quelques lits qui ont subsisté, qui sont bien allés à Reims, et on montre ces lits pliants. Mhm. Alors, il y a quelque chose d'amusant, c'est que le Hervé Lemoine, euh, qui apparemment aime j'allais dire, j'allais employer un mot anglais, mais c'est un peu résurrection, voilà, cette renaissance des arts français, etc. Donc, se réjouit de cette époque où on a recréé toutes sortes de belles choses et que ça annonce de belles choses après les excès compassés du style empire. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai que le style empire... Votre passion. Si, mais le style empire dure en fait. Et c'est vrai qu'à chaque changement, à chaque moment de changement de règne, c'est des moments de charnière et de changement stylistique. Donc là, on a un peu épuisé le style empire. Le fait d'arriver avec une nouvelle symbolique, avec des nouveaux acteurs sur le marché, on met en concurrence les anciens artisans qui étaient très pro-empire et des nouveaux. Donc ça crée une certaine émulation durant quelques années. Donc Ouais. c'est là où c'était intéressant. Oui, oui. Alors maintenant, on va parler du sacre en lui-même. On va rappeler aux auditeurs pourquoi les rois se font sacrer. Voilà, qu'est-ce que c'est un sacre, hein, sacre, sacrement, et pourquoi, comment et avec quoi. Il y a quelque Alors, chose d'extraordinaire qui est exposé, qui a trait au sacre et qui, à mon sens, est le plus spectaculaire. Voilà, Plus que la couronne, plus on que... a pratiquement l'ensemble des objets du sacre, à commencer par les régalias et puis la Sainte Ampoule, puisqu'en France, donc comme en Angleterre, le sacre, c'est avec une huile sainte. Et la particularité française, c'est qu'elle a été donnée à Clovis par le Saint-Esprit. Et donc, par une colombe du Saint-Esprit, et elle est transmise de génération en génération. Alors, durant la Révolution, pour casser ce régime monarchique, il y a un certain nombre de faits qui sont ou des mesures qui sont prises. Et une des premières mesures, c'est de casser cette Sainte Ampoule qui va rompre la dynastie des Capets. Alors, sous la Restauration, on fait une enquête pour savoir ce qui reste de cette Sainte Ampoule, s'il ne resterait pas des petits morceaux quelque part. On va voir un marmoutier. Et donc, l'enquête administrative conclut que un marguillier avait été gratté un peu de Sainte Ampoule. Donc, la Sainte Ampoule, c'est de l'huile, mais elle a 2000 ans. Donc, on imagine du vieux miel. Hein. Et donc, il était gratté un morceau de Sainte Ampoule qu'il est allé conserver chez lui. Et durant le moment où on a écrasé, brisé la Sainte Ampoule, un autre morceau serait arrivé sur quelqu'un qui l'aurait conservé. Donc, sous la Restauration, ces morceaux sont pieusement remis ensemble, un peu d'huile supplémentaire, et on refait une Sainte Ampoule pour les générations suivantes. Et c'est ainsi que, du coup, Charles X est sacré avec la Sainte Ampoule. Alors, c'est un joli objet, joli petit très objet beau. qui a été refait. Il a été réalisé par l'orfèvre Caillé en 1824, donc sous Louis XVIII. Donc Louis XVIII, même s'il n'est pas sacré, recompose un certain nombre de choses. Il fait faire le grand manteau, il fait faire les régalias,
Il commande aussi le carrosse, enfin une partie du carrosse. Et donc, on va avoir ces très beaux objets qui sont déjà prêts pour. Et d'ailleurs, cette Sainte Ampoule, elle vaut une médaille d'or à l'exposition des produits de l'industrie. C'est l'ancêtre Mmh. des expositions universelles, à son auteur Caillet. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc, elle est Et donc conservée généralement. on voit quelque chose au fond. Donc il Oui, serait cette huile avec laquelle, Clovis aurait été baptisé, je voilà. Et crois. elle est Voilà. conservée Donc d'ordinaire elle est quand à même très Reims. symbolique. Et donc, c'est Oui, assez exceptionnel qu'elle sorte de la ville de Reims. Voilà. d'accord. Ah oui, Voilà, les d'accord. Rémois sont très fiers de l'avoir chez eux. Bah, Merci aux Rémois. ouais et voilà. Donc maintenant, donc le sacre, Voilà, ben, donc ensuite, c'est donc, un il y a un certain nombre de rituels autour de ce saint crème. Et puis après, le roi va être chargé de l'ensemble des régalias. Donc, pour ceux qui ont vu à la télévision le sacre du roi Charles, on le voit progressivement avoir la main de justice, le sceptre, et puis porter progressivement à la fois d'avoir de plus en plus de dignité et de plus en plus de poids. Et donc, on va avoir jusqu'à 40 kilos de régalia, manteau compris. Et les princes du sang, qui sont habillés de manière un peu plus légère, mais tout aussi somptueuse, on a un récit d'un des enfants de Louis-Philippe qui disait on aimait bien aller voir papa déguisé en pharamond avant la cérémonie. d'accord, Voilà. magnifique. Donc les objets alors donc le roi va être, sacré, 3h30 de cérémonie, donc c'est quand même très Exactement. codifié. Alors est-ce que ça ressemble au sacre de Louis XVI, vous qui avez lu tout ce livre qui est Alors, exposé oui, au ça ressemble au sacre mobilier? de Louis XVI, mais ce qui est assez intéressant, donc dans toutes nos cérémonies officielles françaises, ou si on prend les Britanniques, par exemple, pour ceux qui alors on va prendre les Britanniques. Si on a vu The Queen ou si on a vu, The Crown, on voit des scènes entières de protocole où on va faire évoluer le protocole au goût du jour. Et quand on voit les Jeux olympiques, à chaque moment où on reçoit, on voit que le contexte politique ou le contexte du pays est mis en avant. Donc là, c'est pareil, on a quand même un nombre de décennies colossal entre le règne de Louis XVI et le règne de Charles X, et la société a évolué. Par exemple, d'un point de vue religieux, le concordat est arrivé. Donc, ils avaient une formule sous l'Ancien Régime, ils devaient prêter serment d'éradiquer les hérétiques. Donc là, évidemment, c'est plus possible. Donc, à la fois, le serment disparaît, et d'un autre côté, euh, on a les instances religieuses protestantes et israélites qui sont présents en tant qu'officiels à la cérémonie. On va avoir aussi, sous l'Ancien Régime, c'est une société de cour. Donc, ce sont des familles de droit qui viennent au sacre depuis le Moyen Âge. Et sous Charles X, les familles commencent à écrire. Nous sommes membres de droit depuis l'Ancien Régime. Donc, ils attendent leur invitation, évidemment. Et l'invitation ne vient pas. On leur fait répondre que le régime a changé, que désormais, les acquis de la Révolution sont conservés et qu'ils ne seront pas invités. Et on laisse des places pour les nouveaux représentants de la nation. Donc on a un énorme contingent de députés rangés par ordre alphabétique de département sur les banquettes ou dans les stalles, les préfets de même. Et puis on va avoir un certain nombre effectivement d'évolutions. Et puis enfin, par exemple sur les décors, à chaque sacre, c'est l'occasion de montrer un peu la richesse française, les choses les plus magnifiques qui sont réalisées. Donc, au sacre de Louis XV, on avait montré 30 ans ou 40 ans de fabrication de tapisserie des Gobelins. Dans la cathédrale de Reims, allez-y et allez voir, vous voyez des énormes crochets dans la cathédrale qui Ouais. supportent tous ces décors éphémères qui arrivent dans la Ah oui, cathédrale. ah oui. Et au début du 19e siècle, si vous avez lu Monte Cristo, vous voyez qu'ils sont tout le temps fourrés au théâtre. Et donc, on demande à un décorateur de théâtre de peindre sur toile entièrement un décor néo-gothique dans l'église, dans la cathédrale. Et quand vous irez, vous comprendrez Victor Hugo qui arrive dans cette Ouais, bah, cathédrale justement, complètement j'allais parler de peinte. Victor Hugo à l'instant parce Ah, qu'il a quand même, voilà. Les rideaux il est rouges les invité rideaux et ouais. rouges sont mis. Il a eu son invitation qui est imprimée sur papier avec des numéros d'allées et des numéros et des numéros de chaises, et il dit où est ma loge. Ouais, c'est Voilà. ça. Mais après, il va être assez ébloui, hein. Oui, il est très ébloui. Victor Voilà, Hugo, il a 23 ans. Papa est général étoilé, maman est royaliste. Le jeune Victor Hugo fait de beaux vers et il est plutôt très content d'aller au sacre. Il écrit à son épouse, c'est enivrant. Et il y a quelques mois, on aurait fait un temple grec et je vois les progrès du romantisme parce qu'effectivement, c'est les débuts du style troubadour. Et donc, effectivement, alors ça lui vaut quand même une pension plus un cadeau. Donc, son ode est particulièrement mmh.
louangeuse. Voilà. Bon, il y a Lamartine, hein, qui est de la Voilà. partie Alors, avec le chant du sacre ou la veille voilà. des armes. Un Lamartine fait peu. quelques erreurs, en fait. Il écrit à l'avance son texte. Ouais. Et du coup, le roi dit: «Mais il m'a fait dire des sottises» et Louis-Philippe s'étouffe puisqu'il écrit, un vers qui indique qui rappelle que le père de Louis-Philippe était régicide. Philippe Égalité avait Voilà voté la mort du roi, ce qui était quand même et énorme. donc le Et donc il dit: «Le fils a racheté les crimes de son père». Et et ben oui, ça choque. Et exactement. ben oui, bah, enfin bon, Donc c'est après. tous les premiers exemplaires disparaissent du marché très, très vite. Ah oui? Le vers est changé et c'est réimprimé dans la foulée. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est ça. C'était déjà le politiquement correct qui a gagné à l'époque. Non, mais c'est fou quand même. Et c'est vrai que d'ailleurs aussi dans la version politiquement correcte, il y avait aussi Charles X qui a mis sa petite touche à ça en essayant de brider la liberté de la presse plutôt que d'essayer de composer politiquement comme l'aurait fait Louis XVIII, quoi. Alors au début de son Et, règne, Charles X ouvre la presse en fait il ouvre la liberté de la presse, ce qui bref. n'était pas le cas dans les régimes précédents. Mm. Donc il est assez utopiste en fait, c'est un roi utopiste et à la fin du règne, il enlève les libertés de la presse Et ça, et ça là va il n'a être. pas compris que 5 ans de liberté de la presse, ça se retirait plus, maintenant c'était fini Ouais, c'est ça. et donc ça Ouais. a mené à sa chute. Ça vient sa chute. Lamartine avait des armes, c'est très beau quand même, hein. Bon, après, il a dit la vérité, que voulez-vous, c'est vrai. Que bon. Mais silence, le roi, le front contre la pierre, murmure à demi-voix sa touchante prière. Et ses vœux en soupirs de son cœur échappé s'exhalent lentement à ses mots entrecoupés. Dieu des astres, Dieu des armées, Dieu qui conduit de l'œil les sphères enflammées, Dieu des empires, roi des rois. Au bruit d'un peuple entier qui pousse un cri de fête, du bronze et de l'airain qui gronde sur ma tête, voici l'heure, écoute ma voix. Voilà. Ah, ça, c'est du Lamartine dans le texte. Exact. Bon. Mais en tout cas, c'est vraiment une très belle exposition. Alors, elle se termine. Alors, bon, j'aime beaucoup, parce qu'on va se quitter, la salle du banquet. 3h30 de couronnement, mais à peine 1 heure de festin offert par le roi. Et il y Exactement. aura des festins un peu partout. Je crois qu'il y aura 7000 couverts, Mmh mh. mais moins d'1 heure de festin. Bon, Mais il fallait composer avec des invités disparates, ce Ah qui a oui. invité à faire un festin plus rapide et puis après 3 heures et demie de cérémonie, je pense que c'est bien, enfin voilà, Après, on avait faim et la soif, mais bon. tradition du repas court est utile puisqu'on voit que Oui, les oui. princesses sont invitées au festin, dans une galerie à regarder les hommes manger. Donc c'est sûr que ça leur permet ensuite d'avoir un repas familial, plus simple derrière. Bon, alors voilà, en tout cas 7000 couverts et puis aussi, cette petite, table des objets, donc des premiers objets, publicitaires, et Oui, on promotionnels voilà, mais qui sont quand même d'une qualité, maintenant ils sont made in China, hein, en plastique. mais Et là, c'est ils les débuts de sont l'industrie. c'est le On a début de l'assiette l'industrie. imprimée alors qu'avant elle Imprimé. était peinte. Bah oui. On a un certain nombre on a le foulard imprimé, enfin on a vraiment, Ouais, incroyable, ça c'est très très amusant. amusant. Bon, bravo, le dernier sacre, donc c'est l'exposition, mais aussi ce catalogue que je vous remontre, chers auditeurs, parce que c'est quand même un pavé pas absolument passionnant, un travail monumental à garder dans sa bibliothèque, à la fois du point de vue historique et à la fois vraiment sur l'art de vivre à la française, le travail de nos artisans. Tout ça, merci infiniment Merci, Hélène Cavalier, donc commissaire et co-commissaire de cette exposition, exactement. jusqu'au 20 juillet au Mobilier National, donc c'était au Gobelin. Voilà, Merci à vous. merci infiniment.